Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans cette semaine. Depuis quelques jours, 5 environ, il se passe quelque chose au Mali. Oui, c'est l'armée malienne qui a décidé de mettre fin au règne de Boubacar Keïta, qui était depuis environ 7 ans. Tout le monde n'est pas de cet avis-là, notamment la communauté dite internationale, au premier rang de laquelle la CEDEAO, qui est l'organe sous-régional, n'est-ce pas, qui soi-disant coordonne la politique sous-régionale. On vous comprendra si ce rôle-là lui sied bien. Pour en parler aujourd'hui, notre invité est quelqu'un que vous connaissez déjà, mon analyste politique préféré, coordonnateur du Conseil panafricain, Olivier Dossou, qui est aussi analyste politique indépendant, qui va donc nous répondre depuis la capitale de l'Union européenne. Bonjour Olivier Dossou. Bonjour Jackie Moifou et bonjour à vos téléspectateurs qui nous suivent. Comment allez-vous Olivier? Ça va et vraiment nous sommes véritablement contents de ce qui s'est passé au Mali et c'est un soulagement pour nombre de populations africaines parce qu'il faut dire que ces dernières semaines, la situation du Mali était intenable pour un certain nombre de raisons que nous allons évoquer tout à l'heure. L'armée a décidé le 18 août dernier de déposer Ibrahim Boubacar Keïta, ce qui semble déplaire fortement à beaucoup de personnes, au premier rang desquelles M. Alassane Dramane Ouattara, M. Alpha Condé. Il n'y a que celui du Niger qui ne s'est pas trop mouillé dans cette affaire, hein? Ou bien Marc Charles Kaboré. Non, vous parlez plutôt de Issifou, le président Mohamedou Issifou, en effet, du Niger, oui. Le président du Niger, qui est en même temps président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Alors, il faut dire que par principe, la CEDEAO a condamné le coup d'État qui a eu lieu donc le 18 août 2020 à Bamako, au Mali, tout simplement pour coller aux principes généralement de la CEDEAO, qui sont généralement des condamnations de principe au plan de la forme. Mais il faut dire que ce coup d'État est un acte salutaire qu'il faut véritablement saluer à juste titre. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est essentiellement parce que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, depuis plusieurs années déjà, avait complètement échoué. Il a échoué à deux ou trois points. En gros, il a échoué à défendre l'intégrité territoriale du Mali. Lorsque Ibeka accède au pouvoir en 2013, le terrorisme est résiduel dans la zone nord du pays. Et l'État malien était présent à Kidal. Et il se trouve que 7 ans plus tard, c'est-à-dire en 2020, plus de 2/3 du territoire malien échappe au pouvoir central. Ça, c'est déjà un premier échec. Le second échec, c'est que la politique d'Ibrahim Boubacar Keïta s'est singularisée par un parjure à la constitution malienne. Jamais on n'a assisté autant à des violations de la constitution malienne par celui qui est censé en être le garant et le principal défenseur. Et la troisième raison qui est essentielle, c'est que le président Ibrahim Boubacar Keïta a livré son pays au pillage des forces impérialistes qui sont aujourd'hui installées dans la zone de Gao au Mali et essentiellement aussi dans la zone de Kidal. Je fais allusion essentiellement aux forces militaires françaises et européennes et également des Nations Unies. Alors, ces forces-là aujourd'hui constituent non pas des alliés du peuple malien, mais plutôt des ennemis hostiles qui empêchent le peuple malien de jouir de sa réelle souveraineté et de sa stabilité politique. Donc, Ibeka a conduit son pays dans une impasse
à la fois politique, constitutionnelle, économique et sociale. Et il était tout à fait normal que l'ensemble des forces politiques maliennes réunies au sein du mouvement du 5 juin du Rassemblement des forces patriotiques, donc le RFP, le M5 RFP, se soient mobilisées depuis plusieurs semaines pour exiger son départ parce que en face, la gouvernance de Ibrahim Boubacar Keïta était une gouvernance devenue scélérate, une gouvernance qui a échoué et une gouvernance de parjure. À partir de cet instant-là, la principale revendication des populations et de la diaspora malienne, il faut le dire, ça a été la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. Chose que nous avons soutenue ici dans la diaspora à travers une mobilisation panafricaine qui a eu lieu ici le 14 août 2020 à Bruxelles, capitale de l'Union européenne. L'ensemble des peuples d'Afrique s'est mobilisé aux côtés du peuple frère du Mali pour lui apporter un soutien. Et ironie de l'histoire, 3 jours plus tard, le président Ibrahim Boubacar Keïta est balayé du pouvoir. C'est comme une façon de dire que les dieux ont accepté véritablement la rencontre de Bruxelles et au terme de cette rencontre, 3 jours plus tard, il était balayé. Je connais beaucoup d'autres communautés toujours africaines qui se réunissent à Bruxelles et les dieux ne les écoutent pas. Hein. Ces dieux-là, ils ont les oreilles que pour le Mali ou quoi? Ils écoutent les Camerounais, les Ivoiriens quand? Ben, justement, vous connaissez bien le dicton qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». La diaspora malienne, la diaspora panafricaine et l'ensemble du peuple malien à Bamako, à Ségou, à Kati, partout dans le pays, a fait montre d'une constance dans la mobilisation, d'une régularité, d'une détermination, et amené par des leaders politiques éclairés et guidés par un imam, hein, en l'espèce l'imam Diko, qui a porté haut l'étendard du patriotisme malien, de l'éthique, de la morale, parce qu'il a été approché par des millions pour l'acheter, pour le retourner. Il a fait montre d'une véritable intégrité, d'un sens très élevé de patriotisme pour mettre l'intérêt supérieur du Mali devant. Et évidemment, quand vous avez l'ensemble de ces ingrédients-là réunis, détermination sans faille et surtout discipline du peuple, il est clair que le succès ne peut être qu'au rendez-vous et c'est ce qui s'est fait. Alors, Olivier Dosso, l'autre pan de ma question était que ce départ, ou bien ce départ forcé d'Ibrahim Boubacar Keïta semble ne pas plaire à ses pairs de la sous-région. J'en ai cité deux, M. Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire et Alpha Condé de Guinée-Conakry, qui, eux, tous les deux, aussi aspirent à un troisième mandat. Quelle analyse vous faites là-dessus? Oui, disons que vous avez bien fait de mentionner, c'est-à-dire que les présidents maliens, les présidents ivoiriens et puis guinéens se sont opposés à ce coup d'État, à la fois d'abord par principe au niveau de la CEDEAO, comme je vous l'ai rappelé. La CEDEAO, depuis plus d'une décennie déjà, de façon formelle, condamne toujours les coups d'État. Mais dans les actes, il y a souvent une sorte de double standard, hein, 2 poids, 2 mesures. On l'a vu au Burkina Faso en 2014, lorsque le président Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir. Il y a eu une transition militaire qui a été conduite par le colonel Zida, le lieutenant-colonel Zida, et par la suite par le président dont le nom m'échappe, mais qui me reviendra sans doute, et des élections inclusives ont eu lieu en 2015. Et donc, si vous voulez, le cas de la Côte d'Ivoire est assez singulier parce que nous avons en face, et disons que nous avons affaire au plus grand traître de l'Afrique de cette dernière décennie. En l'espèce, vous êtes très fort, non? Qu'est-ce que vous faites de M. Biya dans ce cas-là? Alassane Ouattara. Vous savez, le président Biya, pour ouvrir une parenthèse, le président Biya ne s'est pas encore singularisé en livrant son pire ennemi ou les enfants camerounais à une juridiction inique internationale, en l'espèce la CEDEAO.
voyez-vous. Et l'acte qu'a posé M. Ouattara en livrant le président Laurent Gbagbo, qui lui a permis d'être candidat à l'élection présidentielle de novembre 2010, et ensuite euh, à la déportation de son ministre Charles Blé Goudé, tous ces ensembles d'actes posés sont clairement une trahison à l'Afrique, une trahison aux intérêts des peuples africains. Donc, si vous voulez, le président Ouattara aujourd'hui, c'est essentiellement ce que Giscard appelait le parti de l'étranger, c'est-à-dire que le président Ouattara défend avant tout les intérêts de la puissance coloniale française. Et en cela, il apparaît comme le plus gros traître que l'Afrique ait connu ces dernières décennies. Et ce n'est pas pour rien, parce que voyez-vous, outre le fait du procès Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, qui sont déportés et empêchés de rentrer chez eux au niveau de la CPI, mais vous avez également le sabotage qui est le sien au niveau de la monnaie. On en a parlé, vous et moi. Voilà. Je voulais juste comprendre. Je voulais juste comprendre, Olivier, si vous voulez bien. Ils sont opposés à ce coup d'État au Mali par principe ou bien parce qu'ils craignent l'effet domino pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je les ai cités deux, hein? Ils aspirent aussi au troisième mandat, les deux. Comme, justement, je vous ai dit, l'un n'empêche pas l'autre, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est-à-dire que par principe, vous pouvez condamner un coup d'État, mais aussi pour des considérations d'ordre intérieur. Je vous ai dit que, d'abord, par principe, M. Ouattara a condamné le coup d'État, mais surtout, il a fait pire, ce qui dénote d'une grave trahison, c'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à appeler Jean-Claude Cassibrou, qui est son ancien ministre de l'Industrie, qu'il a connu auparavant dans les années 80-82 au Fonds monétaire international. À l'époque, M. Ouattara dirigeait le département Afrique. Et par la suite, M. Cassibrou était son conseiller aux affaires économiques quand Ouattara était Premier ministre de Côte d'Ivoire entre 90 et 93. Donc, il a appelé ce dernier, qu'il a installé comme président de la commission exécutive de la CEDEAO, et il l'a appelé, il lui a intimé l'ordre de rédiger un communiqué sanctionnant la junte malienne, sanctionnant le peuple malien, décrétant un embargo totalement arbitraire, illégal sur le peuple malien, sur les vivres de première nécessité, avant même que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO ne se réunisse en sommet extraordinaire. Ce qui dénote vraiment d'un acte inhumain, d'un acte de trahison aux intérêts du peuple africain. Mais ce n'est en soi pas une surprise parce que M. Ouattara, la gouvernance de M. Ouattara, s'est toujours singularisée par le parjure, par la traîtrise, par le crime le plus éhonté, les assassinats. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec les massacres qui ont eu lieu face aux populations qui essayent de manifester contre un troisième mandat. Donc, pour l'ensemble de ces considérations, à la fois d'ordre géopolitique, mais d'ordre intérieur, parce que M. Ouattara craint qu'il soit renversé du pouvoir par des officiers ivoiriens pour le simple fait qu'il ait violé la Constitution pour un troisième mandat. Donc, ayant peur de ce qu'il y ait une jurisprudence malienne qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, il a pris fait et cause pour des mesures radicales pour ce qu'il appelle le retour à l'ordre constitutionnel au Mali, c'est-à-dire la réinstallation du président Ibrahim Boubacar Keïta contre l'avis du peuple malien. Alors, j'ai vu des échanges circuler sur les réseaux sociaux attribués à Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, le désormais Premier ministre d'Alassane Ouattara, et le fils Karim d'Ibrahim Boubacar Keïta, dans lequel il était écrit, il aurait été écrit par Ahmed Bakayoko que le vieux, ça veut dire M. Alassane Ouattara, a pris des mesures pour que personne ne descende dans la rue en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu ces écrits-là circuler sur les réseaux sociaux, vous aussi? Oui, indépendamment de ces écrits-là, ce n'est pas en soi une surprise.
Vous savez, le gouvernement, le Conseil des ministres ivoirien s'est réuni il y a quelques jours et a décidé d'interdire jusqu'au 15 septembre toute manifestation pacifique dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Mais pendant qu'ils interdisent ces manifestations-là, il est important de signaler que les partisans d'Alassane Ouattara continuent de manifester pour un soutien à une troisième candidature de sa part. Et de l'autre côté, les polices, donc l'ensemble des forces de sécurité et de défense de la Côte d'Ivoire, se déploient aux côtés d'une horde de voyous, de bandits, de criminels appelés les microbes, qui terrorisent les populations avec des machettes, qui les découpent, qui les agressent, qui les blessent, devant les forces de l'ordre qui ne réagissent pas. Et je crois qu'il y a eu récemment un communiqué d'Amnesty International qui a condamné cette situation-là et cette forme de complicité. Alors, je voulais également revenir sur un élément historique et géopolitique très important sur le rôle de Ouattara. Il faut bien comprendre que Ouattara, à travers son attitude aujourd'hui de retour à l'ordre constitutionnel au Mali, s'inscrit dans une continuité historique et géopolitique. La Côte d'Ivoire participe de 60 à 65% du budget des pays de l'UEMOA, du PIB, j'allais dire, de l'ensemble du produit intérieur brut. L'Union monétaire ouest-africaine. L'Union économique et monétaire ouest-africaine. Okay. Alors, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est le principal poids lourd de l'ensemble de ces pays-là. Alors, ces pays-là de l'UEMOA qui sont essentiellement au nombre de 8, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Bénin, et vous avez un dernier pays qui est sans doute dont le nom me reviendra, mais l'ensemble de ces 8 pays de l'UEMOA sont aujourd'hui chapeautés par la Côte d'Ivoire, est aujourd'hui chapeauté par la Côte d'Ivoire à hauteur de 60 à 65% du produit intérieur brut. Mais pire, c'est que la Côte d'Ivoire a été toujours la nation ou le pays suzerain, c'est-à-dire le pays qui exerce une espèce de leadership politique et géopolitique sur l'ensemble de ces pays de l'UEMOA. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire concerne le chef de l'État ivoirien, mais hors du territoire ivoirien, dans l'ensemble des 8 pays, le président ivoirien exerce de facto une forme de suzeraineté sur l'ensemble de ces pays-là. Et ça date depuis Houphouët-Boigny. Depuis Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny a toujours été le parrain politique de l'ensemble des dirigeants des pays ouest-africains francophones. Ce qui fait que Houphouët-Boigny, n'acceptant pas le caractère ombrageux du président Thomas Sankara, va tout faire pour l'évincer parce que Sankara refusait d'être sous sa suzeraineté. Et y compris même Mathieu Kérékou en 1977, le président Houphouët-Boigny était parmi ceux qui étaient impliqués aux côtés du président Albert Bernard Bongo, du président Valéry Giscard d'Estaing et également du roi Hassan II, Sa Majesté Hassan II. Ils étaient impliqués dans le coup d'État contre le président Kérékou en janvier 1977. Donc, l'ensemble des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest agissent sous le leadership de la Côte d'Ivoire historiquement, depuis Houphouët, en passant par Bédié et même beaucoup plus sous Ouattara. Il n'y a que le président Gbagbo qui essayait de respecter une forme de souveraineté des États. De chaque pays. Aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée, Conakry, au Mali, au Sénégal, en Guinée-Bissau, un peu partout, la Côte d'Ivoire de Ouattara doit y avoir son mot à dire. Et c'est dans cette visée géopolitique que Alassane Ouattara estime que le Mali ne peut pas s'affranchir de sa tutelle parce qu'il n'a pas la même mise comme il avait su Ibrahim Boubacar qui était sur les nouveaux dirigeants du Mali.
Parce qu'il faut Je- bien comprendre que pour les Maliens, leur première frontière naturelle, c'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, en effet, hormis l'Algérie au nord, mais c'est le désert. Hein. C'est le Justement, désert là-bas. pour une raison simple, parce que l'ensemble des importations terrestres du Mali passe essentiellement par la frontière Ah, ivoirienne à partir du rien, en port effet. d'Abidjan. Okay? Tout Il à y a fait. également le port de Dakar dans une moindre mesure, mais c'est plutôt par le port d'Abidjan. Et vous prenez aussi un autre pays du Sahel comme le Burkina Faso, son premier port d'entrée est le port d'Abidjan. Okay? Abidjan également, en effet. En effet. Et donc, lorsque vous Et prenez quelquefois le Togo, hein, car dans les années, il y a 18 ans, j'envoie des choses au Burkina qui passaient par le Togo quelquefois, mais le principal port, c'est Abidjan, comme vous dites. le principal port, c'est Abidjan pour deux raisons. D'abord, des raisons historiques, mais aussi parce que vous avez le corridor ferroviaire Abidjan-Ouagadougou au niveau de la Citaraï, c'est-à-dire les trains qui font Hum, Abidjan-Ouagadougou et qui desservent au niveau du trafic des marchandises le hum. Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Donc, vous aviez, quand le président Blaise Compaoré était au pouvoir, vous avez des rapports très, très étroits entre le président Blaise Compaoré et les autorités ivoiriennes, notamment Houphouët, dont il a épousé une des nièces. OK. Et ensuite, vous avez également une continuité avec Konan Bédié et beaucoup plus avec Ouattara. Ce qui fait que lorsque le président Compaoré a été renversé en 2014, Ouattara est un des principaux défenseurs du retour au pouvoir de Compaoré. Mais ça n'a pas marché. D'ailleurs, vous verrez que le président Compaoré va trouver asile politique en Côte d'Ivoire En et il va Côte d'Ivoire, obtenir la nationalité ivoirienne. Il, Donc, il serait aujourd'hui ambassadeur quelque part, j'ai lu quelque part. Il serait ambassadeur aujourd'hui, vous avez vu comme moi ou pas? peut-être une sorte d'ambassadeur informel. Mais ce qui est important de signaler, c'est que la Côte d'Ivoire est le véritable parrain politique de l'ensemble des pays francophones de la sous-région. Et Est-ce que les... Qui dit Côte d'Ivoire dit effectivement la France, donc l'Élysée. La Ce, France, ce qui fait que ça, lorsque vous avez des initiatives qui sont prises par Alassane Ouattara dans le dossier malien, il faut bien comprendre que c'est toujours en synergie parfaite avec l'ensemble des dirigeants français, à savoir Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Donc, Alassane Ouattara, aujourd'hui, il n'est que le garçon de course du président français, dont il assure vraiment la surveillance dans l'enclos colonial ouest africain francophone. C'est important. très bien. On l'a bien compris. Je pense que vous l'avez si bien expliqué que même le nul en politique comprend très bien ce que vous dites. Et c'est en cela que j'apprécie vos interventions, car vous êtes précis dans ce que vous dites. Voilà. Dites-moi, est-ce que les nouveaux dirigeants maliens pourraient se passer de cette collaboration avec la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce serait aisé? Alors, il faut dire que déjà au niveau des sanctions qui ont été proposées par Alassane Ouattara, il y a eu au niveau de l'ensemble des pays francophones, il y a eu comme une division. C'est-à-dire que d'un côté, vous aviez les pays qui étaient partisans amenés par Alassane Ouattara et Alpha Condé, partisans d'une fermeté. Oui. Et de l'autre côté, vous avez des pays qui étaient beaucoup plus pour une forme de flexibilité, une souplesse. Donc ceux-là, vous avez le président du Burkina Faso et le Oui. président de la Guinée-Bissau, le jeune Amparo, qui, Oui. lui, s'est montré particulièrement offensif contre Alassane Ouattara, qu'il a Oui. qualifié de quelqu'un qui viole la constitution de son pays et qui voudrait faire un troisième mandat, qui est une forme de coup d'État perpétré contre les populations. Donc, pour Macky Sall, il a estimé qu'aujourd'hui, il fallait, dans une crise sanitaire que connaît l'Afrique de l'Ouest, il était partisan d'une forme de flexibilité avec des mesures humanitaires, donc permettre aux produits de première nécessité de rentrer facilement à Bamako
les médicaments également, et le carburant, etc. Mais ce qui est important de signaler, c'est que l'ensemble des banques et des institutions financières sont fermées à partir de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, sur instruction de la France et de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire assure la gouvernance centrale de cette banque à travers le gouverneur Mélié Koné, qui est le gouverneur de la BCAO en chef. Alors, vous avez aujourd'hui une forme d'embargo financier qui est décrété sur instruction d'Alassane Ouattara et de la France pour asphyxier les nouvelles autorités maliennes sur le plan financier. Donc, ce qui est certain, c'est que les prochaines semaines vont être cruciales, vont être très décisives pour les autorités maliennes qui auront véritablement difficile à gérer l'ensemble de ces urgences-là, parce qu'il faut aujourd'hui rapidement faire fonctionner l'État malien qui ne fonctionnait plus depuis plusieurs semaines. Ibrahim Boubacar Keïta s'étant montré suffisamment incompétent, carent, et puis véritablement, comment dire, ayant échoué. Aujourd'hui, il faut redéployer l'État, il faut redonner confiance aux fonctionnaires et à l'administration pour que les gens regagnent leurs services. Il faut redéployer un certain nombre de politiques sociales. L'école malienne est sinistrée, les enfants ne vont plus à l'école. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'urgences aujourd'hui et surtout, rapidement, élaborer un calendrier de sortie de crise et d'organisation de nouvelles élections comme eux-mêmes ils ont promis de le faire. Donc, vous savez très bien comment la France procède dans ce genre de choses. Hein. Vous êtes très bien avisé. Ne risque-t-on pas de voir ces juntes militaires éliminer tout simplement physiquement Ibrahim Boubacar Keïta pour mettre dos à dos la France et la Côte d'Ivoire sur ce dossier-là? Car tant qu'il vit, cette junte aura la pression de le rétablir à son poste, sinon rien. Vous le savez. Ne risque-t-on pas de voir la junte l'effacer tout simplement? Nous ne le souhaitons pas, hein? Mais est-ce qu'on ne court pas ce risque-là? Je ne comprends pas très bien votre question, M. Moifo. Alors, tant que Ibrahim Boubacar Keïta est en vie, nous savons que la France, que vous pointez, la Côte d'Ivoire et même la Guinée-Conakry vont pousser pour qu'il soit rétabli au poste de président de la République. Ne risque-t-on pas de voir sa vie menacée par cette pression extérieure-là? On pourrait voir, par exemple, la junte se dit, bon, ben, écoute, on élimine physiquement ce monsieur comme ça, il n'y a plus d'Ibrahim Boubacar Keïta et la pression passera à autre chose. Est-ce que la pression extérieure n'est pas en train d'exposer sa vie? Bon, disons que la pression, la junte militaire est en train d'exposer sa vie, je ne pense pas. Par contre, ce que je pense, c'est que le Mali aujourd'hui et l'ensemble des dirigeants du Comité national pour le salut du peuple, le CNSP, fait face aujourd'hui à deux périls. Le premier péril, c'est d'abord l'urgence de faire déployer l'État et le rendre fonctionnel. Le rendre fonctionnel au plan financier. Parce que si vous n'avez plus d'argent qui circule dans votre économie, dans votre État, vous ne pouvez honorer aucun engagement. Imaginez qu'ils disent qu'ils doivent rendre le pouvoir aux civils dans 6 mois, dans 1 an. Comment vont-ils faire fonctionner l'État sans argent avec les banques centrales, la banque centrale qui a fermé l'ensemble des banques commerciales, donc les banques de seconde zone, qui travaillent sur le Mali. Et l'agence locale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a fermé à Bamako. Donc, il n'y a plus d'argent aujourd'hui. Ça, c'est l'urgence numéro 1. Seconde urgence, c'est évidemment les menaces qui pèsent sur eux en ce qui concerne une intervention armée de la CEDEAO. Et aujourd'hui, cette intervention armée est poussée essentiellement par Alassane Ouattara dans une perspective à la fois géopolitique
pour répondre aux caprices de la France, d'une part, mais surtout pour une politique d'ordre intérieur, face à la situation que lui-même il vit, puisqu'il connaît des mutineries récurrentes dans son armée. Il n'y a pas d'armée en Côte d'Ivoire. Il est important de le dire. L'armée ivoirienne, c'est un bric à broc qui ne tient pas du tout, avec d'anciens rebelles, d'anciens voyous, d'anciens criminels qu'on a recrutés, des gens qui étaient des mécaniciens, qui étaient des espèces de désœuvrés, qu'on a recrutés et sur le tas, à qui on a distribué des armes et qui n'ont aucune formation intellectuelle, morale et même politique. Donc, la question est là. La question même, la formation militaire, elle est déficiente. Disons qu'ils ont une formation militaire sur le tas, etc. Mais ce ne sont pas des soldats. OK? Et vous savez très bien la célèbre citation de Thomas Sankara qui dit un soldat militaire ou un soldat sans conscience politique est un criminel en puissance. Donc, c'est bien d'avoir ça à l'esprit. Et donc, aujourd'hui, le dossier malien est un dossier surveillé comme du lait sur le feu par Alassane Ouattara, qui souhaiterait réinstaller Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir. Parce que IBK défend essentiellement la politique néocoloniale et impérialiste de la France. Donc, il y a cette situation. La seconde situation, c'est que il y a le risque que les dirigeants maliens actuels soient confrontés à une horde de terroristes. Et ça a commencé déjà dans le nord du Mali et aux alentours de Gao. Il y a un jour ou 2 jours, des soldats ont sauté sur une mine où il y a eu quelques morts déjà. Donc, il faut bien dire que depuis 2011, 12, 13, l'armée malienne n'est allée que de défaite en défaite devant les terroristes. Et aujourd'hui, Kidal est complètement occupé par le Mouvement national de libération de l'Azawad, qui est une création du Quai d'Orsay, qui obéit aux intérêts géopolitiques français, mais qui ne représente rien au niveau des populations du Nord. Je vous rappelle que le territoire de l'Azawad ou de Kidal, c'est la moitié du territoire français. C'est autour de 250 000 km². Alors, lorsque vous imaginez qu'on ampute votre territoire de 250 km², puisque le président malien, que ce soit IBK ou l'actuel, pour se rendre à Kidal, il doit demander une autorisation aux autorités françaises. Pardon? Le président Ibrahim Boubacar Keïta, ou même avant lui, et les actuels dirigeants du Mali, s'ils veulent se rendre à Kidal, ils doivent demander une autorisation spéciale aux autorités françaises. C'est vous dire que Kidal aujourd'hui, sur le territoire malien, mais Kidal aujourd'hui échappe à l'autorité centrale du président de la République malienne. Olivier Dosso, savez-vous quelle richesse il y a dans le sous-sol de cette zone-là? Y aurait-il de l'or, du pétrole, du diamant dans le sous-sol de cette zone-là? Écoutez, je ne vous le fais pas dire. Kidal est une zone très, très riche, surtout en uranium, en pétrole, en gaz. Et pour des considérations géopolitiques, cette partie du territoire est amputée aujourd'hui du territoire malien. Vous avez également... la partie qui est amputée au pays. Chers téléspectateurs, vous suivez le regard. Hein? On ne va pas vous faire dire ça. Ouf, bon. Olivier Dosso, on sait que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est rapidement réuni sur le cas malien et que, au sorti de cette réunion, la France et l'Allemagne auraient avoir pris acte de la situation au Mali. On sait aussi que la Chine et la Russie ont utilisé leur droit de veto pour qu'il n'y ait pas d'intervention au Mali. Est-ce que je suis bien informé? Oui, cela s'explique clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que les territoires africains ne sont indépendants que de nom, notamment au plan diplomatique. Et au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, les pays africains francophones n'existent que de nom. C'est l'ambassadeur de France
aux Nations Unies, donc à New York, qui rédige la plupart des communiqués et les résolutions. Et il les soumet ensuite au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale. Donc, les pays africains n'ont aucune forme de souveraineté. Et dans le cas malien, c'est encore la France qui a agi, mais cette fois-ci, la Russie et la Chine ont opposé une fin de non-recevoir. Parce qu'il faut bien comprendre que les Africains doivent se mettre en tête que pour les autorités françaises, le Mali reste une continuité territoriale française. C'est très important de le dire, d'autant plus que vous avez qu'en 1961, le président Modibo Keïta avait chassé du Mali les bases militaires françaises et il se trouve que ces bases aujourd'hui sont revenues par l'entremise à la fois de Dioncounda Traoré à partir de 2012-2013, mais surtout par Ibrahim Boubacar Keïta. Et ça, c'est l'un des plus grands crimes qu'on ait commis contre le peuple malien. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez toute la zone de Gao, Kidal et un certain nombre de zones dans le nord Mali, ces territoires-là sont des territoires confisqués par la France. Et lorsqu'on demande aux dirigeants français pour combien de temps êtes-vous présents au Mali, ils disent tout simplement nous y sommes pour plusieurs siècles. Donc il faut bien comprendre, ils y sont pour plusieurs siècles. Et ils disent comme en Algérie, quoi. Ils ont loupé l'Algérie au nord, ils prennent le Mali en bas, c'est ça? Justement. Et ça, c'est intimement lié à l'histoire de l'Algérie. Parce qu'il faut bien comprendre que durant l'indépendance, la guerre d'indépendance que l'Algérie livra contre la France, la plupart des rebelles de l'armée de libération nationale algérienne, l'ANL, qui étaient les forces du FLN, le Front de libération nationale, trouvaient refuge dans le nord Mali. Et le nord Mali qui correspondait au sud algérien. Et c'est ainsi que vous aviez, par exemple, Bouteflika, qui a été dirigeant du FLN et par la suite président de l'Algérie. À l'époque, il trouvait refuge avec la protection de Modibo Keïta dans le nord Mali. Donc, le nord Mali a toujours été une zone stratégique pour l'ensemble des pays de la sous-région, mais surtout pour la France, pour aussi une autre raison, c'est que la France envisageait de fusionner l'ensemble de ces zones-là qui partent à la fois du sud algérien, du nord Mali, une partie du Niger et également du Tchad, toute cette zone du Sahel, dans le cadre d'une structure qu'ils ont appelée l'OCRS. L'OCRS, c'est l'Organisation commune des régions du Sahel. Alors, c'était une entité territoriale que la France de Gaulle voulait créer de toutes pièces parce que cette entité territoriale était très, très riche en pétrole et était stratégique pour la France. Parce qu'à partir du moment où il y avait la guerre en Algérie et la perspective d'un échec politique et militaire se présentait, pour De Gaulle, il était important d'assurer la base arrière de la France dans le Sahel, qui est riche en pétrole, à travers la création de toutes pièces de ce territoire-là. Et en partie, c'est cet agenda-là qui continue aujourd'hui avec le MNLA et puis l'Azawad. On va donner l'impression de rire. Dites-moi, est-ce que pour l'État français, les Noirs existent même déjà en Afrique? Oui, disons que les Noirs existent, mais si vous voulez, je comprends très bien votre question, mais dans l'imaginaire des politiques français, il y a comme une continuation du code de l'indigénat qui continue de régir les rapports entre la France et ses ex-colonies. En réalité, il n'y a pas d'ex-colonies, c'est des colonies qui continuent au plan linguistique, au plan économique, au plan militaire, au plan diplomatique et au plan même de l'impérialisme de la démocratie et des droits de l'homme. Parce que voyez-vous, c'est la France qui a imposé au pouvoir à la fois ATT, mais aussi Alpha Omar Konaré. Alpha Omar Konaré, fait 2 mandats et qui est parti, je crois.
justement, il a été imposé grâce aux actions de la France et avec l'implication très active de la fondation de Daniel Mitterrand, France Liberté, qui s'est beaucoup impliqué. Daniel Mitterrand, Oui, Jésus, oui. Joseph. Bon, alors, vous m'en direz plus sur le sentiment anti-français hein, qui taraude Emmanuel Macron. Vous voyez un peu chez les téléspectateurs. Le sentiment anti-français, tant décrié par Emmanuel Macron. Je suis sûr que vous, Français blancs, si vous vivez en Afrique, vous n'aurez pas du tout de sentiment anti-français en vivant ce genre de fait. Mais bon, alors, avec ce veto de la Russie et de la Chine sur le cas Mali, vers quoi se dirige-t-on? Ben, écoutez, on se dirige vers une situation très difficile pour les dirigeants maliens actuels. Et là, ils auraient besoin véritablement que l'ensemble des pays qui ont une réelle souveraineté puissent les soutenir. Et c'est pour cela que j'accueille favorablement même la volonté des dirigeants maliens à la fois de négocier, mais surtout d'essayer d'élargir le champ diplomatique de, de la gouvernance au Mali en allant vers la Russie, la Chine et un certain nombre de pays, comme à l'époque le faisait le président Modibo Keïta. C'est très, très important de le dire. Et le second point, c'est qu'il y a un risque d'escalade militaire qui guette le Mali avec véritablement une forme de coup d'État de rectification. C'est-à-dire que sous la menace et l'implication d'Alassane Ouattara, il y a de fortes, fortes chances que une opération coup de poing soit tentée pour réinstaller Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est en cela que Alassane Ouattara s'implique personnellement pour que la CEDEAO essaye d'activer la force sous-régionale en attente pour intervenir au Mali et réinstaller Ibrahim Boubacar Keïta comme il l'avait fait, toujours le même Ouattara, en 2012, 2013, 2012 essentiellement, pour réinstaller au pouvoir Dioncounda Traoré qui devait assurer l'intérim lors de l'éviction d'Amadou Toumani Touré, lorsqu'ils ont chassé le capitaine Sanogo. Très bien. Donc, c'est très important d'avoir à l'esprit que Alassane Ouattara n'est que le garçon de course qui agit pour les intérêts extérieurs à l'Afrique. Et tout ce qu'il entreprend, c'est dans la continuité de la politique d'Houphouët-Boigny, mais également des impérialistes français et américains. C'est comme ça qu'il faut lire ça. Et aujourd'hui, vous avez une forme de divergence également politique avec des pays comme le Nigeria et le Ghana, qui, eux, sont partisans d'une forme de négociation avec la junte militaire au pouvoir pour faciliter une sortie de crise qui préserve également la souveraineté du peuple malien et qui fasse moins de dégâts, notamment dans une situation où il y a le coronavirus. Dernière partie de cette émission, Olivier Dessau. Nous avons dépassé le temps que vous nous avez accordé. Nous vous remercions d'être patient. C'est si patient et intéressant que j'aurais aimé vous garder 3 jours et les téléspectateurs s'en délecteraient, j'en suis certain. Nous savons qu'une délégation de la CEDEAO conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, qui n'est pas du tout un modèle de vertu, je prends sur moi, journaliste, de le dire. Si M. Goodluck Jonathan veut m'attaquer en justice, j'y vais tout de suite avec lui, je ne prends même pas d'avocat. Il est loin d'être un modèle de vertu. Nous savons quel rôle néfaste, négatif, il a joué dans la déportation, dans la déstabilisation de la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Alors lui s'est rendu, il y avait une délégation de la CEDEAO au Mali pour voir le président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous savons que la junte militaire a déplacé Ibrahim Boubacar Keïta dans un lieu pour qu'il puisse discuter avec cette délégation-là et ensuite la ramener ailleurs. À quoi joue la CEDEAO? À quoi joue Goodluck Jonathan? Est-ce que lui, Goodluck, serait le jumeau d'Alassane Ouattara?
Ben, disons que, Monsieur Moifo, je constate que vous retenez bien vos classiques en ce qui concerne Goodluck Jonathan. Donc, Merci. qui, qui- qui, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, est, est un des dirigeants les plus fantoches que le Nigeria ait connu ces dernières décennies, parce que sa gouvernance entre 2009, 2010 à 2015 a été une gouvernance vraiment de honte nationale, de corruption et de parjure, puisqu'il a complètement trahi les forces de sécurité et de défense du Nigeria en évitant de les équiper face à Boko Haram. Et il était impliqué dans beaucoup de scandales de corruption et de pillage, voyez-vous. Donc, Goodluck Jonathan, aujourd'hui, qui va donner des leçons de démocratie au Mali, n'est Franchement, pas du tout quelqu'un de responsable et de démocrate. Et d'ailleurs, ce qui explique qu'en avril 2015, il a été chassé du pouvoir par un ancien militaire venu au pouvoir de façon démocratique. Je parle du président Muhammadu Buhari. OK? Et ce que Goodluck Jonathan a réussi, qui est un fait unique, ça a été de diviser, de fragiliser encore son parti, le PDP, c'est-à-dire le Parti démocratique populaire du Nigeria, où une bonne partie des barons sont allés créer le APC qui actuellement supporte le président Buhari, c'est-à-dire le All Progressive Party. C'est important de signaler que Goodluck Jonathan, c'est un des dirigeants les plus ruineux et les plus véritablement médiocres que le Nigeria ait connu. Et aujourd'hui, s'il est actionné pour conduire la médiation au niveau du Mali, c'est tout simplement pour remettre en scène la recolonisation du Mali et de l'Afrique. Parce que, voyez-vous, Goodluck Jonathan, c'est Alassane Ouattara, c'est la France de Macron, c'est les réseaux américains. C'est comme ça qu'il faut comprendre le sens de sa médiation aujourd'hui au Mali, qui est une médiation qui est tout sauf une médiation patriotique, une médiation qui favorise la souveraineté du peuple malien, mais plutôt une médiation qui défend un syndicat de chefs d'État. Parce que nous l'avons suffisamment pas dit, et vous l'avez peut-être occulté au niveau de vos questions, c'est que ce qui se passe aujourd'hui au Mali, outre les échecs de Ibrahim Boubacar Keïta, les perspectives géopolitiques de la France, etc., mais c'est surtout, avant tout, le naufrage et la déliquescence de la CEDEAO, surtout son incapacité à traiter la crise malienne depuis 2011 au moins. 2011 marque vraiment l'avancée des hordes terroristes au Mali qui vont complètement démanteler l'État malien et ça va précipiter la chute du président Amadou Toumani Touré qui était incapable d'équiper l'armée malienne et qui a complètement échoué. Donc, vous avez la première responsabilité de l'échec malien qui est imputable d'abord aux dirigeants maliens, c'est vrai, mais ensuite aux dirigeants de la CEDEAO, à la CEDEAO en tant qu'institution sous-régionale. Pour deux raisons essentiellement, la CEDEAO échoue au Mali. La première raison, c'est que la CEDEAO ne jouit pas d'une autonomie financière et budgétaire. Et vous connaissez le dicton, c'est celui qui paye qui commande. Donc, la CEDEAO aujourd'hui est financée essentiellement par l'Union européenne, les fondations américaines et les États-Unis. Donc, pendant ce temps, les chefs d'État de cette CEDEAO amassent des milliards, achètent des villas, des châteaux partout en Occident. Mais quand est-ce que l'homme noir réfléchit, bon Dieu? Et donc, cette absence d'autonomie budgétaire est une des principales causes de la défaillance de la CEDEAO, au niveau même du cas malien. La seconde cause, c'est que la CEDEAO jouit aujourd'hui d'un statut d'institution syndicat de chefs d'État africains, parce que lorsque vous prenez l'ensemble des 8 pays francophones,
ces 8 pays francophones, plus les pays de la CEMAC, qui sont le Congo, la RCA dans une moindre mesure, le Cameroun de Paul Biya, le Gabon, le Tchad, etc. L'ensemble des pays francophones de l'Afrique sont aujourd'hui le grand malade de l'Afrique. L'ensemble des pays francophones de l'Afrique sont aujourd'hui un grand cadavre à la renverse. Je vais ajouter de l'eau dans votre verre d'eau, si vous voulez bien. Je recevais ici tout récemment le porte-parole de Jacques Cheminade, candidat aux dernières élections présidentielles françaises, Sébastien Périmoni, qui me sortait un rapport de l'ONU qui date d'un an environ, sur le plan de l'indice de développement. Aucun pays d'Afrique noire francophone, aucun, n'est dans les 100 premiers. Sur 189 pays, le premier pays d'Afrique noire francophone, c'est le Gabon, 115e. Le Cameroun, 150e. La Côte d'Ivoire, 165e. Le Niger, qui fournit tout l'uranium de France, est 189e ou 188e. Vous voyez le truc? Donc, j'ajoute un peu de l'eau dans votre verre, tout simplement. Oui, voilà. Donc, comme je le rappelais, c'est important de le dire, que vous avez les deux principales raisons de l'effondrement ou du grand naufrage de la CEDEAO au niveau du dossier malien, qui est avant tout l'expression de l'échec de la CEDEAO. C'est-à-dire que l'éviction d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est l'échec de la CEDEAO. Il faut bien comprendre ça. Pour deux raisons: absence d'autonomie budgétaire et financière. Ensuite, vous avez une défaillance politique en termes d'économie même de la pensée au niveau des chefs d'État africains, qui sont essentiellement des chefs d'État fantoches, qui n'ont pas un agenda patriotique au service de l'Afrique. Et ce qui fait que la conséquence de ça, c'est que l'ensemble des pays francophones de la sous-région sont le grand cadavre à la renverse aujourd'hui de l'Afrique. C'est vraiment le grand malade aujourd'hui, c'est les pays francophones de l'Afrique. Et partout, tous les pays, les dirigeants anglophones et autres disent généralement: vous êtes la honte de l'Afrique, vous les dirigeants francophones. Comment un gamin d'à peine 40 ans ose vous donner des instructions, je parle d'Emmanuel Macron, à des gens comme Paul Biya, qui vont rendre compte à Emmanuel Macron, à Alassane Ouattara, Denis Sassou Nguesso et autres, parce que tout simplement, vous avez des leaders incompétents, cancres et des traîtres à l'Afrique. Donc ça, c'est important de le dire. Et la dernière chose au niveau de la CEDEAO, c'est que la CEDEAO, pour l'ensemble des raisons que j'ai évoquées là, est confrontée à un schisme politique au sommet entre les pays dits indépendants, souverainistes, avec le Nigeria d'un côté, le Ghana, mais également le Cap-Vert, le Libéria dans une moindre mesure, mais la Sierra Leone, contre les pays francophones. Qui sont tous des pays anglophones, excepté le Cap-Vert qui est lusophone, mais qui ne sont pas francophones, il faut bien le préciser. Et ce qui fait que le Nigeria aujourd'hui, le Nigeria est l'un des meilleurs connaisseurs de la géopolitique francophone. Le Nigeria connaît très bien la façon de gouverner des pays francophones parce que le Nigeria est entouré de pays francophones. Prenez tous les pays qui bordent le Nigeria, vous n'avez que des pays francophones. Le Niger, le Cameroun, le Tchad, le Bénin, il n'y a que ça. Le Bénin, le Tchad, le Cameroun, etc., etc. Ce ne sont que des pays francophones. Ce qui fait que les Nigériens ont développé un sens très pointu de la connaissance du leadership francophone et la plupart des dirigeants nigériens sont souvent bilingues, peu ou prou. Et les centres d'études stratégiques au Nigeria ont une connaissance très avancée des domaines politiques, économiques et stratégiques des pays francophones. Et ce qui fit dire dans les années 70 à un dirigeant militaire nigérien qui s'appelle Benjamin Adekunle, qu'en Afrique de l'Ouest, donc Benjamin Adekunle, qui est un des héros de la guerre contre la sécession biafraise
en 1967. Alors, Benjamin Adekunle, qui était très puissant, il avait un véritable leadership aux côtés d'Obasanjo et de Yakubu Gowon. Il avait cette célèbre phrase, c'est-à-dire qu'en Afrique de l'Ouest, vous avez essentiellement deux puissances, le Nigeria et la France. Et cette phrase-là, elle est restée historiquement parce que Adekunle avait constaté que durant la guerre du Biafra, l'ensemble des pays francophones étaient incapables d'autonomie politique vis-à-vis du Nigeria, mais prenaient leurs décisions d'abord de l'Élysée de la France. Et ce qui a complexifié la résolution de la crise biafraise, mais par la suite, le Nigeria a vaincu grâce à un blocus total au plan économique, au plan militaire, pour asphyxier les forces sécessionnistes biafraises. Et il a fallu un couloir aérien organisé par Bob Denah et les services français pour évacuer Ojukwu vers la Côte d'Ivoire. Donc, depuis ce temps, vous aviez toujours, comme ça, une méfiance des autorités nigérianes vis-à-vis des dirigeants francophones suspectés toujours d'être des marionnettes, et à juste titre. Donc, c'est ce que vous observez aujourd'hui dans le cadre du Mali avec les outrages et même les outrances d'Alassane Ouattara au plan verbal, au plan du comportement, au plan même de la dignité qu'on est en droit d'attendre d'un chef d'État, se met à menacer, à parler de façon irresponsable aux dirigeants maliens, au peuple malien, qui est un très grand peuple. Le Mali, c'est l'un des États où la nation a précédé l'État. Il y a une nation malienne. Malienne d'abord. Vous trouverez difficilement une nation béninoise ou une nation togolaise, mais par contre, il y a une nation malienne. Et le Mali, c'est le berceau des grandes civilisations ouest-africaines qui ont essaimé avec de grands empires, l'empire du Songhai, l'empire du Mali, l'empire du Ghana, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment une très grande nation, le Mali. Et c'est cette nation-là aujourd'hui qui est détruite complètement par à la fois l'incurie de ses dirigeants, depuis Alpha Omar Konaré, Amadou Toumani Touré, Dioncounda Traoré, vous avez également Ibrahim Boubacar Keïta. Et même on peut remonter plus loin avec Moussa Traoré et tout. Donc Moussa Traoré, entre 68 et 91, il règne sans partage sur le Mali et il revient dans le franc CFA. Il s'aligne sur les positions de la France-Afrique et de Jacques Foccart. Et en 77, il va empoisonner donc le président nationaliste Modibo Keïta qui va mourir dans très mystérieux. Donc c'est pour vous dire que le Mali, symboliquement, c'est une nation très forte. C'est un exemple de patriotisme et de dignité que nous, en tant qu'Africains, nous devons soutenir et promouvoir. Voilà. Et pour le soutenir, nous espérons vous avoir de nouveau sur ce plateau bientôt pour commenter, analyser la suite de cette crise malienne, Olivier Dessau. Nous vous remercions pour ce temps que vous avez accordé, 58 minutes et demie déjà. Pourtant, on était parti pour 30 minutes, mais bon, c'est passionnant et instructif ce que vous dites qu'on ne peut pas vous garder que 30 minutes sur un plateau de télé. Mais les contraintes font qu'on est obligé de vous laisser partir. Merci beaucoup, cher Olivier. Merci à vous. On se dit à bientôt, j'espère. Merci à vous et nous restons, nous restons mobilisés et il est important que l'ensemble des Africains comprennent que l'avenir de l'Afrique se joue au Mali. L'avenir de l'Afrique se joue au Mali pour 2 ou 3 raisons. Première raison, c'est que la destruction de l'État malien risque d'être un modèle qui va être reproduit plus tard avec des hordes de djihadistes, de terroristes qui occupent plus de 2/3 d'un pays et qui poussent le dirigeant au pouvoir à être une sorte de marionnette des puissances occidentales. Ensuite, vous avez, on n'a pas beaucoup évoqué ça, mais c'est important, pendant que le pays faisait face au péril terroriste et djihadiste, il y avait également
vraiment des programmes très, très accélérés de pillage des ressources de l'État, de privatisation accélérée, essentiellement par l'oligarchie du Rassemblement pour le Mali, le RPM, le parti d'Ibrahim Boubacar Keïta, mais les multinationales occidentales et également françaises qui travaillent évidemment en lien avec Ibrahim Boubacar Keïta, qu'elles ont financé et porté au pouvoir, notamment les dirigeants de la France-Afrique. Et ensuite, il est important de comprendre que le Mali, c'est également la faillite de 30 ans de démocratie, depuis Alpha Omar Konaré, en passant par ATT, jusqu'à Ibrahim Boubacar Keïta. Je vous rappelle que Ibrahim Boubacar Keïta est venu au pouvoir de façon démocratique avec un plébiscite électoral en 2013. Il a été élu, et là je terminerai là-dessus, il a été élu par un slogan assez révélateur et symptomatique même de son échec plus tard. C'était le Mali d'abord. Et par la suite, 7 ans plus tard, ça a été IBK d'abord. Donc, voilà. Donc, nous sommes passés du Mali d'abord à IBK d'abord. Et pendant ce temps, le peuple malien a sombré. Dans votre pays de naissance, c'est Gabon d'abord. On voit dans quel état est le Gabon aujourd'hui. Chers téléspectateurs de JMTV+, on se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité politique. D'ici là, malgré la situation difficile, gardons quand même le sourire. À bientôt. Au revoir. Aïe, aïe, aïe.